Colmar, et ça m'a valu 2 mois d'arrêt de rigueur. Donc, ça vous a pas fait du bien, ça ne m'a fait que du bien, au contraire. Que du bien. Non, c'est un très bon moment et j'en suis très heureux. Et donc je dis mon ami Jean-Pierre Mignard, il dirige Témoignage chrétien. Et Témoignage chrétien n'a pas mis le mot chrétien sous la table. Témoignage chrétien. Témoignage chrétien, comme la CIMAD, dont vous entendez parler pour les migrants, service œcuménique d'entraide. Ce sont des chrétiens, protestants au départ. Ce sont des chrétiens qui ont été présents, bien plus que certains laïcistes, sûrs de leur bon droit supérieur. Moi, je suis libéré, je suis voltairien, je suis libéré de tout cet obscurantisme religieux, je suis au-dessus de ça. Mais ceux-là n'ont pas eu de problème parfois à soutenir un pouvoir qui avait, après les pouvoirs spéciaux, à accepter la torture en Algérie. Ceux-là n'ont pas eu de problème à voter les pleins pouvoirs à Pétain. Alors que Témoignage chrétien, alors que ces chrétiens-là, dans ce moment de laïcisation, ont été au rendez-vous. Ils n'ont pas été du côté de l'injustice. Ils n'ont pas été aux côtés de l'indifférence à l'injustice. C'est le pape François qui nous le dit à propos de Lampedusa. Un bon pape, un pape qui vient du Sud. C'est pas un hasard, peut-être. Il vient du Sud, de l'hémisphère Sud. C'est le premier à venir de cet hémisphère Sud. Et donc à dire des choses sur l'indifférence qu'il y a, et à demander, il a du mal aux évêques à réfléchir, parce que c'est quand même l'institution la plus machiste sur la longue durée, à réfléchir. Après le Monde, après le journal Le Monde. Après, je ne sais pas, après. Non, parce qu'il a viré une directrice femme récemment, c'est ça. Voilà, mais je ne suis pour rien, excusez-moi. À Mediapart, il y a 27 femmes et 25 hommes. Et le comité de direction de Mediapart est moitié femme, moitié homme. La parité est respectée. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pourquoi je convoque toutes ces résonances? Pour dire en clair qu'il nous faut sortir de ce marécage et qu'il nous faut inventer ce que j'appelle ce chemin de laïcisation, où l'on va s'occuper de ce que nous faisons ensemble, dans nos quartiers, dans nos entreprises, là où nous vivons, là où nous travaillons, et pas de ce que nous croyons séparément. Sauf qu'en l'état actuel, la loi de séparation des églises et de l'État interdit à la collectivité de répondre aux besoins. Besoin quand on construit une mosquée qui doit être construite, besoin de formation des imams, besoin de facultés de théologie, parce qu'il manque en France, l'islam manque de grands intellectuels, de grandes références, de grands penseurs, qui doivent être... Non mais si. Je pense qu'il y en a, simplement. Ils sont où dans le débat public? Ah, mais vous posez une très bonne question. À la télévision, je suis désolé, à la télévision, on va toujours chercher le musulman de service. Chalgoumi. Chalgoumi un jour, Ramadan le lendemain. Non, justement, Ramadan. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dédié ce livre à Edgar Morin. C'est pas un hasard, évidemment, à part toute l'estime et l'amitié fraternelle que j'ai pour lui. Mais je l'ai dédié pour une raison précise. Parce que vous avez cité un nom, et justement ce nom, c'est intéressant. C'est justement un nom qui est très marginalisé dans l'espace public intellectuel français, vu comme quelqu'un de menaçant, de dangereux. Vous avez nommé donc Tariq Ramadan, qui est un universitaire, tout ce qui a pu reconnu, admis, on peut être en désaccord, on peut discuter avec lui, en Suisse et dans le monde anglo-saxon, en Suisse il vient, et dans le monde anglo-saxon. Edgar Morin a fait ce geste, c'est un gros livre, un dialogue avec Tariq Ramadan. Ils ont dialogué longuement, et d'une certaine manière, les réponses sur la question de la laïcité sont beaucoup plus développées que dans mon livre. Quand le jour où est sorti mon livre, l'Institut du monde arabe a proposé de faire une rencontre débat sur mon livre. Dans l'amphithéâtre de l'Institut du monde arabe, qui fait près de 500 personnes, c'était plein, et il y avait plus de monde dehors, donc il y avait près d'1 millier de personnes qui sont venues, ce qui prouve bien la question de la rupture, cette main tendue. Et j'en sens souvent les témoignages, les gens disent c'est courageux. Pourquoi c'est pas courageux? Je n'ai aucun courage à faire ça. Mais simplement, c'est le sentiment que tout d'un coup, quelqu'un rompt. On ne somme pas les musulmans de parler
hein, montrer patte blanche, hein, parler d'une seule voix, comme si les musulmans devraient parler d'une seule voix, comme si, de la même manière que le CRIF, j'en suis désolé, ne représente pas la diversité des juifs de France. De la même manière que donc les musulmans ne sont pas plus comptables en tant que tels de ce qui se ferait à des milliers de kilomètres de là, parce que certaines personnes se réclamaient de l'islam, pas plus que les juifs de France ne devraient être sommés de se désolidariser en bloc de ce que fait l'État d'Israël parce qu'il se revendique État juif. Il y a une diversité, il y a une pluralité, nous sommes dans une société d'individus. Nous avons nos appartenances et en même temps nos individualités. Nous faisons des chemins divers. Et donc, j'ai dédié ce livre à Edgar parce que justement, il a tendu la main dans ce dialogue. Oui, bien sûr qu'il y a des intellectuels. Et j'insiste, j'ai fait un livre qui n'a pas du tout marché, qui s'appelle Notre France. Il y a de ça 2 ans ou 3 ans. Je l'ai fait avec 2 autres Français. L'un qui débattait avec moi à l'Institut du monde arabe, c'est Elias Sambar. C'est l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO. Il est laïque, mais il est issu d'une famille palestinienne de Haïfa, chrétienne. Et j'ai fait ce livre avec une 3e personne, Farouk Mardambey. Il est syrien, français. Et il est issu d'une grande famille musulmane de Syrie. Il est laïque aussi. Nous avons fait ce livre à nous 3, le breton d'outre-mer, le franco-palestinien, le franco-syrien. Notre France, dans sa diversité, ce sont des intellectuels qui parlent au nom de ce monde-là, de sa diversité. Vous auriez été surpris si vous aviez été là à l'Institut du monde arabe. La vidéo est disponible, donc on peut voir tout ça. Tariq Ramadan, Elias Sambar, qui politiquement ne sont pas d'accord. Tariq Ramadan vient, donc c'est pour ça qu'il est diabolisé ici en France, de l'islam politique, hein, de l'histoire de l'islam politique, qui est complexe, qui n'est pas assimilable à ce qu'a produit la dissidence sectaire wahhabite d'Arabie Saoudite, dont la puissance est évidemment liée, et nous devrions y réfléchir, à la puissance que donnent des énergies fossiles, hein, on devrait, quand on parle écologie, penser à ce que ça a comme conséquence politique, et comment, parce que le lien de toutes ces idéologies meurtrières n'est évidemment pas ceux qui ont choisi un chemin électoral, qui viennent comme K1KA, la démocratie chrétienne au début, et non, c'est une autre histoire. Et cette histoire, elle vient de ce que nous avons, je dis nous, l'Amérique du Nord, l'Europe, accepté longuement, parce que ces régimes ont cette puissance de feu. Donc, Elias Sambar, lui, est un laïc palestinien dans la diversité du mouvement palestinien à laquelle Yasser Arafat a toujours fait attention. Donc, il dialogue ce soir-là. Edgar Morin est présent dans la salle. Tous les 3, dans l'écho à la résonance de mon livre, c'est eux qui vont appeler l'assistance, d'une part, à ne pas être dans une posture de victimisation. Parce que je fais ce livre aussi pour libérer les énergies de ce pays. J'ai dit qu'il pourrait s'appeler Pour le peuple. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot musulman tel que nous nous sommes construits, la France, depuis si longtemps, jusqu'aux travailleurs bretons du début, jusqu'aux Belges, et en passant par les Portugais, les Espagnols, les Italiens, et nos immigrations de notre histoire coloniale. Il y a un peuple travailleur. Les parents des jeunes qui font des études, leurs grands-parents, et ils en sont toujours, ils construisent nos automobiles, ils font nos routes, ils font nos immeubles, ils récoltent même notre vin en Languedoc. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi des chirurgiens, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en renvoyant à l'identité, à la religion, à l'origine, c'est le peuple qu'on efface. En nous renvoyant les uns et les autres à notre origine, c'est la question sociale. Je l'ai dit dans une interview à Libération, on islamise la question sociale pour l'enfouir, pour la tuer, pour nous faire rentrer dans une guerre de tous contre tous. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ne soyez pas dans cette posture de victime, c'est malsain, ça crée du ressentiment, et parfois ça crée des chemins de perdition. En revanche, assumons-nous tels que nous sommes, et construisons un chemin commun, et là ils ont dit, construisons un chemin commun, et c'est Tariq Ramadan, preuve que les lignes bougent, qui le dit le premier. Ayons une conscience critique, défendons une conscience critique au cœur de l'islam, contre la caricature de certains qui le voient comme
extrémiste. Donc, je dis cela pour dire, voilà que, pour moi, mon problème en clair, ce n'est pas, les musulmans peuvent parler pour eux. Hein. Je ne parle pas au nom, je ne prétends pas prendre la parole au nom de qui que ce soit. Non, je suis un parmi d'autres, avec la position que me donne Mediapart. Je redis encore une fois que ce livre personnel, qui n'est pas à l'emblème de Mediapart, en même temps reflète ce que ressent notre équipe, et en fait, l'équipe de Mediapart m'a poussé à le faire. Et je l'ai fait, encore une fois, pour nous dire cela. Et pour nous dire que, quand je dis qu'on cache la question sociale, il y a un chapitre qui me tient très à cœur. Nous avons dénoué, et j'ai participé à cette bataille, un nœud de notre histoire. Et j'ai participé dans les colonnes du journal où je travaillais à l'époque, Le Monde. Nous avons dénoué le placard de Vichy, celui que veut refermer M. Zemmour, face à un président socialiste, François Mitterrand, qui, par rapport à son histoire biographique, laissait ce placard verrouillé. Nous l'avons dénoué, c'est une longue bataille. Pour dire oui, et ça ne veut pas dire ce mot de repentance, c'est comme la tragédie chez les Grecs qui étaient face à la démocratie. Regarder en face ce qui s'est passé, pas pour s'en plaindre, pas pour macérer, mais pour justement dépasser tout cela, mais ne pas en avoir peur. Donc oui, le peuple de France a sauvé la majorité des Juifs français. C'est pour ça que nous pouvons nous enorgueillir d'avoir la plus grande communauté juive d'Europe rescapée du génocide. Mais nos élites économiques, politiques, intellectuelles, médiatiques, journalistiques ont majoritairement accepté l'affaissement national, ont majoritairement accepté la collaboration. Donc vous êtes d'accord avec Marc Bloch, Les Franches Défaites, qui est trahison c'est son troisième chapitre, où il interpelle, vous vous en souvenez puisque vous l'avez bien lu, il interpelle quoi? La presse. La presse. Il dit, mais qu'avons-nous fait pour donner ce minimum de renseignements nets et sûrs pour que ce peuple à qui nous confions son destin ait vraiment son destin en main? Et c'est là où nous voyons tout le problème de notre système médiatique aujourd'hui, où on ajoute de la passion à l'émotion, où on ajoute des mots barbarie au lieu d'ajouter des mots de compréhension. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser, ça veut dire comprendre ce qu'il y a derrière. Bien sûr que ces vidéos sont criminelles, bien sûr qu'elles nous bouleversent tous, mais comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé en Irak, combien il y a eu de morts et de guerres en Irak depuis 1980, je dis bien, depuis la première guerre d'Irak, menée par qui? Par délégation, armée par qui? Par nous, jusqu'aux armes chimiques. Et les Kurdes s'en souviennent. C'était Saddam Hussein, notre grand allié. Contre qui, déjà l'épouvantail, une révolution, elle était islamique, la révolution iranienne. Or, la société iranienne, c'est pas lui, on pourrait en débattre, est autrement complexe, autrement vivante, autrement diverse que ce qu'ont produit ces régimes laïcistes autoritaires issus du mouvement nationaliste arabe, le baasisme, qui ont profondément détruit leur société et au passage détruit les plus grands partis communistes du monde arabe, qui en Irak avaient pour base la communauté chiite majoritaire, parce que c'était le peuple, c'était l'assise sociale. Et donc, la complexité de cette situation, je cite dans tous les débats, les 4 vidéos terribles, bien sûr. Une université américaine, l'année dernière, a fait le calcul du bilan de la 3e guerre. La 2e, vous savez, c'est quand Saddam Hussein a voulu se rembourser. C'est la seule avec une résolution des Nations Unies. Hein. C'est quand il a envahi le Koweït. Là, il y a eu un cadre légal au niveau de la légalité internationale. La 3e, vous le savez, et c'est là où l'alerte de Marc Bloch doit être entendue dans notre époque, mensonge d'État devenu mensonge médiatique, apprentis sorciers néoconservateurs, building nation, ils font tomber en envahissant un pays souverain qui certes avait un dictateur mais n'avait déclaré la guerre à personne, n'avait aucun lien avec Al-Qaïda, n'avait pas d'armes de destruction massive. Ils font tomber ce pays si essentiel dans le lien qu'il fait, qui est le seul pays arabe, le seul pays du monde arabe avec la majorité chiite. Et du coup, qu'est-ce qu'il crée? Il crée une guerre des religions entre sunnites et chiites. L'État islamique est le produit de tout cela. Quel est le chiffre de cette université américaine?
2003, invasion de l'Irak. 2011, même pas 10 ans. Combien de morts en Irak? À égalité entre les différentes factions irakiennes et la coalition qui entourait les États-Unis. 500 000 morts. L'Irak a, selon les estimations, 33 millions d'habitants. À l'échelle de la France, c'est comme si aujourd'hui, notre pays avait, dans les 10 dernières années, perdu 1 million de personnes. Alors, dire ça n'est pas excuser ni justifier aucun des actes qui nous ont révoltés. Dire ça n'est pas évidemment dire qu'il n'y a rien à faire et il ne faut pas s'occuper de notre sécurité et de nous protéger, bien sûr. Mais dire ça, c'est dire, il ne suffit pas de dire on va frapper, il ne suffit pas de rajouter de la guerre à la guerre, du désordre au désordre. Il faut essayer de penser, de réfléchir, de se dire qu'on doit trouver des solutions, avoir un cadre international, penser avec l'Iran, avec la Turquie, penser politiquement, prendre le temps de penser. Ce que je dis est aussi bien dit à droite par Dominique de Villepin qu'à gauche par Pouria Amir Chahi, pour prendre deux personnes qui ont le lien avec le monde. Alors, je rappelle tout ça dans un long détour, mais pour dire quoi? Pour dire que mon livre, c'est une alerte, pour dire attention à la façon insidieuse, dont, alors que le monde est en transition, et cette transition n'est pas forcément négative. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde arabe à partir de 2011 et de la Tunisie? Il y a eu des révolutions. Mais les révolutions, nous le savons bien, appellent des contre-révolutions, appellent des chemins différents selon les pays, des fragilités, des difficultés. Et ces peuples qui se sont d'abord soulevés pacifiquement, ils demandaient la même chose que nous, le droit, la justice, l'égalité. Alors, dans ce moment de transition qui est celui de notre époque, et rappelons-nous la leçon de notre centenaire de 1914, des passions de cette époque, des passions d'essentialisation de l'autre, de ce moment où des intellectuels français pouvaient écrire très tranquillement que la France ne colonise pas, la France apporte la civilisation, tandis que l'allemand c'est un barbare, et des intellectuels allemands écrivent la même chose. Nous connaissons la suite. Et donc, ma mise en garde, c'est comment, en nous habituant à l'indifférence de la stigmatisation, nous créons une situation où nous allons accepter la guerre des mondes, et l'accepter ici même, et accepter de rentrer dans cette guerre des mondes. J'ai couvert, en tant que journaliste, des attentats en 82, des attentats en début des années, fin des années 80, des attentats dans les années 90, comme il y a les attentats du métro de Londres, de la gare de Madrid. Attention à un climat qui ferait qu'une démocratie ne serait pas capable de se tenir, comme c'est une société ouverte, face à des crimes. J'ai fait un long détour, je parlais de ce placard que nous avons déverrouillé en faisant admettre, et ensuite ce fut un superbe discours de Jacques Chirac, que oui, il y a eu un crime, donc des élites françaises, un État dit français qui n'était pas la République à accompagner le crime de génocide. Cela permet, et c'est très bien, à nos compatriotes juifs d'assumer, de dire je suis français et juif, pas l'un sans l'autre, pas l'un contre l'autre, pas l'un au-dessus de l'autre. Quel est l'autre placard que nous n'avons pas déverrouillé? Colonial. Mais si, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est celui-là. Et c'est celui-là qu'il faut déverrouiller. Et qu'est-ce que montre la monstruosité pour moi de ce qu'incarnent dans l'espace public les idées que je combats? Ces publicistes qui ne me lisent pas, qui me caricaturent, qui ne vont pas y voir, qui éructent, qui tempêtent, beaucoup plus qu'ils ne raisonnent, qui moquent, qui ne sont pas du côté de la beauté du débat, mais du côté de la méchanceté, de la moquerie. Ce qu'ils illustrent, c'est ce fantôme colonial. Et c'est celui-là qu'il faut déverrouiller. Accepter en clair, je le dis très sincèrement, que nous sommes notre histoire, nous sommes une Amérique de l'Europe, au sens de la composition de notre peuple, de sa diversité. Loin d'être une faiblesse, c'est une force. Cette dimension multiculturelle de la France, fille aînée de l'Église, équipement, laïcité, communauté juive, premier pays musulman d'Europe, et ainsi de suite, créolisation du monde, tout cela, c'est une force. Ça devrait faire lien, faire partage avec le monde, au lieu, au contraire, de se nécroser. Et donc,
C'est aussi un appel à déverrouiller cela. Excusez-moi, je vois que vous avez 4 pages et que je parle sans vous laisser parler. Ce sont des notes. Je ne suis pas du tout convaincu par votre argumentation sur le colonialisme, parce que c'est une argumentation qui est rebattue. Déjà, les étudiants corses du PSU, dans les années 60, communauté des étudiants corses de Nice, parlaient de leur rime en termes de colonialisme. Un grand colonialiste, un Chalioté, pose la première pierre, début des années 20, de la grande mosquée de Paris. Pas plus grand colonialiste quand même que le maréchal Lyoté, ultra-catholique, royaliste, l'action française, tout ça. Qu'est-ce qu'il déclare? Son discours. Quand s'érigera le minaret que vous allez construire, il ne montera vers le beau ciel de l'île de France qu'une prière de plus dont les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. J'applaudis et j'habite à côté de la grande mosquée de Paris et j'ai récemment déjeuné avec les différents intellectuels qui là-bas. Comment dire? Je suis désolé, hein, et c'est normal votre provocation, mais non pas ce livre-là, mais j'allais dire le livre précédent d'Environnement, j'en parle, Notre France. Vous avez une excuse, vous ne m'avez pas lu. Sur ce point précis. Je n'ai jamais dit que le colonialisme est en soi quelque chose qui n'a produit que des monstruosités. J'en suis un produit moi-même. Je suis un produit de ce déplacement. Je vais peut-être revoir mon jugement alors. Je suis un produit de ce déplacement. Je suis un produit, vous trouverez la vidéo en 2009 quand la Martinique donne un prix littéraire à mon père qui n'a jamais écrit, enfin la Caraïbe tout entière, puisque c'était le prix Carbet de la Caraïbe, à mon père qui n'a jamais écrit un livre de sa vie, mais pour son œuvre-vie, il était vice-recteur, le responsable de l'enseignement dans cette petite île, qui n'était pas du tout une île touristique à l'époque, c'était dans les années 50. J'ai expliqué comment cette confrontation à la réalité coloniale nous a rendus meilleurs que nous sommes, nous a déplacés, nous a fait comprendre ce que je dis à la fin en citant Richard Kapuscinski, ce grand journaliste polonais, ce chemin de l'autre. Je le dis d'en dire non en parlant de l'étranger de Camus et en me dissociant de ceux qui, à cause des positionnements de Camus, le critiquent et à mon avis à tort pendant la période de la guerre d'Algérie. Je dis que L'étranger est un roman de comment la situation coloniale peut être une situation de déshumanisation si on ne réfléchit pas, puisque au fond tous les personnages ont un nom et les seuls personnages qui n'en ont pas, c'est l'arabe, il n'a pas de nom. Et ce crime est évidemment, ce crime n'aurait jamais été, dans un système colonial, il n'aurait pas été condamné à mort. Donc pourquoi il est condamné à mort? Parce que Camus veut nous faire comprendre, au bout d'un moment, cette étrangeté à l'humanité que crée l'indifférence à l'autre. Donc, bien sûr, je dis souvent la colonisation pour le pire et le meilleur, pour le meilleur ou pour le pire. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis d'abord que maintenant que nous connaissons l'histoire, envahir un pays sans demander l'autorisation de ceux qui l'occupent, c'est pas une bonne chose. Je ne vous parle même pas des crimes qui l'ont accompagné. Vous savez que la guerre d'Algérie, la guerre de conquête, a duré 40 ans, de 1830 à 1870, et que nous n'avons pas su décoloniser, nous n'avons pas su tendre la main. Je rappelle toujours, vous qui, si j'ai bien compris, avez eu des engagements ou avez toujours des engagements gaullistes, je rappelle toujours, et je cite cette phrase de Malraux dans Les chaînes qu'on abat, dans son dialogue avec De Gaulle. Toujours l'opium. Cette phrase de Malraux où De Gaulle lui dit « Je n'ai refusé personne, nous avons accueilli tout le monde ». C'est quoi l'histoire? Statistique de 1943, force française libre. Parce que pour que De Gaulle fasse ce tour de force, que la France qu'il prétendait représenter à lui tout seul soit à la table des vainqueurs, il fallait une troupe. Parce qu'autrement, comme l'a dit le général allemand qui a signé la reddition à Berlin, il s'est dit « Mais pourquoi les Français sont de l'autre côté? Ils devraient être avec nous. C'est nos alliés, le pouvoir. L'Allemagne n'a pas imposé le régime de Vichy. Ça a été voté par ceux qui étaient présents à Vichy le 9 et 10 juillet 40. Et donc, du coup, il lui fallait une armée. Statistique de 43, faite par, depuis Londres, 66% des forces françaises libres, des troupes coloniales.
66%. Et vous ajoutez 18% ou 15%, je ne sais plus, de légions étrangères. Plus de 80% des forces françaises libres. Ce sont ces gens dont certains ici ne voudraient plus les voir en France. Quand ils pensent que ce serait nous, d'autres, la norme supérieure, la civilisation supérieure. De la même manière que la construction de la Grande Mosquée rendait hommage aux tirailleurs de confession, d'origine, de croyance musulmane. De la même manière, c'est cet hommage que nous n'avons pas suffisamment rendu. Cet hommage, c'est le monde qui nous a sauvés. Alors que s'est-il passé? J'en reviens à la question coloniale. Il s'est passé que non seulement nous n'avons pas été au rendez-vous, ils se sont battus pour nos idéaux, que nous revendiquons, l'Europe, les droits de l'homme. Mon île d'enfance, la Martinique, a produit un superbe soldat de la France libre. Il s'appelait Frantz Fanon. Il a menti sur son âge, il s'est évadé, il est parti, il a rejoint par le Maroc et il est remonté jusqu'à ici. Il a été blessé. Et comme vous le savez, Fanon a ensuite épousé la cause de l'indépendance algérienne. Et il a écrit Les damnés de la terre, ce superbe livre humaniste qui se termine en disant « Europe, qu'as-tu fait de ta promesse ? C'est à nous, les nouvelles nations qui se sont ébranlées dans les années 50 et qui font leur chemin qu'à un quart, de la reprendre. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que non seulement nous n'avons pas été au rendez-vous de ce que nous devions, la dette, les valeurs n'ont pas de frontières. Donc si égalité, pas de droit des peuples, donc nous aurions pu faire, mais il y a plus que ça, et qui est présent dans notre présent, et qui est profondément présent. C'est deux choses. La chose la plus radicale, qui est l'injonction d'assimilation, qui est un mot colonial. L'intégration, c'est autre chose. On s'intègre tous, dans une entreprise, dans une ville, dans un quartier, dans un lieu d'études. Moi-même, quand je suis arrivé en France à 18 ans, je n'aimais pas les codes sociaux de Sciences Po, et du coup, je n'ai pas été au bout. Je ne me sentais pas, je n'étais pas parisien, je ne me sentais pas le milieu social un peu fermé de cette fabrication des élites. On doit tous faire son chemin et s'intégrer. Je me sentais très timide, je me soigne, mais je le vivais comme ça. L'intégration, c'est une chose. Faire monde commun. L'assimilation, c'est autre chose. C'est une injonction assez facile à considérer qu'il y a une norme majoritaire et qu'on doit devenir un miroir de cette norme majoritaire. Or, je rappelle, en disant que mon livre pourrait s'appeler Pour les minorités, que ce sont les minorités qui font toujours avancer une société. Quelle minorité? Toutes les minorités. Ça dit toutes les minorités. Toutes les minorités. Je vais vous répondre, mais juste, je termine juste pour ne pas perdre le fil. Là, je comprends bien, je vais vous répondre. Et, enfin, je vais vous laisser poser la question et vous répondre, pardon, votre objection et échanger ensemble. Mais l'autre chose qui est beaucoup plus courante, et je vous recommande d'aller sur Internet et de taper Césaire, Aimé Césaire, lettre à Maurice Thorez. C'est la lettre de rupture avec le Parti communiste français en 1956 d'Aimé Césaire, le grand poète et homme politique de la Martinique. Il rompt pour des questions liées à la crise du communisme international, le rapport Khrouchtchev et le stalinisme en clair, et les crimes de Staline. Mais la grande partie, la grande plus que la moitié de la lettre est sur autre chose. Il appelle ça le fraternalisme. Et il interpelle la gauche, parce que c'est aussi présent à gauche. Cette idée du grand frère, de la civilisation supérieure, du pays éclairé, de ceux qui se sont libérés et qui ont déjà fait le chemin et qui tendent la main, mais la main ferme. Suis-moi. Et lisez ça. Il y a des phrases superbes.